T'as mal? Tu as tes règles? C'est normal. Combien de fois j'ai entendu cette phrase-là? Et toi, est-ce que tu l'as aussi entendue? Comment tu as réagi à ce moment-là? Un peu entre colère et résignation, hein? Et si je te disais que non, un grand non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Ce n'est pas normal d'avoir mal. Ça te fait quoi de l'entendre? Tu sens cette sensation de soulagement? C'est profond, hein? Allez, on reparle de tout ça juste après. Bienvenue sur le podcast L'endométriose au quotidien, un podcast dédié aux femmes qui veulent améliorer leur vie avec l'endométriose. Ici, tu trouveras des propositions, des informations, des partages pour que tu puisses vivre avec plus de liberté chaque jour. Ce podcast est une source pour t'encourager à prendre en main ta santé et ne pas laisser la maladie décider à ta place, pour aller de l'avant et vivre pleinement ta vie avec joie et légèreté. Je suis Stéphanie Delmas-Bello, je vis avec l'endométriose, je suis naturopathe, formatrice, énergéticienne Reiki et spécialisée dans l'accompagnement naturel de l'endo. Je te dis à tout de suite dans l'épisode et bonne écoute. Hello, je suis ravie de te trouver ici pour ce premier épisode du podcast de l'endométriose au quotidien. C'est vraiment un projet qui est important pour moi parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'endométriose et on a besoin d'en parler parce que si tu es concernée, on est une femme sur 10, voire plus je pense, et c'est important de libérer la parole sur cette maladie pour mieux la comprendre, pour mieux l'appréhender, pour mieux cerner quelles sont ses conséquences sur notre vie quotidienne, parce que oui, elle pourrit bien la vie, cette maladie, et donc j'ai vraiment envie de faire cette série de podcasts pour pouvoir libérer la parole là-dessus. Alors j'aurais pu, pour ce premier épisode, te parler de la maladie pour moi, comment elle est arrivée dans ma vie, ce qu'elle a provoqué, comment j'ai vécu l'annonce, comment j'ai vécu la prise en charge, les douleurs, les hospitalisations, ce qu'elle a changé aussi, bref, toute mon histoire avec l'endo. Mais pour ce premier épisode, j'ai préféré venir tordre le cou à ce mythe, ou plutôt à cette idée qui est très très ancrée, que lorsqu'on est une femme, la douleur, elle fait partie de notre vie et que par conséquent, elle est incluse dans le package du féminin. Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas normal d'avoir mal et ce n'est vraiment pas une des, je vais dire, qualités féminines de pouvoir supporter la douleur. Non, on n'est pas faite pour ça et je tiens vraiment à expliquer pourquoi c'est très ancré aujourd'hui dans notre société et c'est très ancré encore. Alors, un peu moins parce qu'il y a beaucoup plus de prise en charge aujourd'hui et beaucoup plus d'écoute qu'avant, mais c'est vraiment quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Je vais voir avec toi au niveau historique pourquoi est-ce que ça s'est ancré dans la conscience collective que quand on est une femme, eh bien la douleur fait partie de notre vie. On va voir au niveau mythologie pourquoi et au niveau historique, et puis aussi au niveau médical, la vision médicale de la douleur féminine, comment elle a été traitée ou pas d'ailleurs, et puis le rôle de la souffrance dans la construction de la féminité. Et aussi, on peut retrouver la douleur féminine dans la culture populaire et dans les arts. On va venir voir depuis quelques années, décennies maintenant, comment la médecine notamment a aidé à la prise en charge et à la reconnaissance de cette douleur féminine. Toutes les conséquences de ce passif, de cette histoire de la douleur, qu'est-ce que ça a fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change ? Et ça, c'est important. On va passer en revue tout ça et en revue les solutions qu'on peut avoir pour que cette douleur, ce mythe de la douleur, ne soit plus associé systématiquement au féminin. Alors, tout d'abord, historiquement, la douleur, elle est souvent associée au fait que les femmes, à travers les perspectives culturelles, religieuses et médicales, eh bien, c'est normal d'avoir mal. On retrouve cette association douleur-féminité dans les récits religieux, dans les croyances sociales, dans les théories médicales, et ça a influencé la perception des femmes et de leur corps à travers les siècles. J'ai envie de te décrire les grandes lignes qui expliquent cette association douleur-féminité. Et tout d'abord, en premier lieu, les récits religieux. La douleur, elle est décrite dans ces récits religieux comme une punition divine. Et oui,
On en est là. On peut retrouver ça dans la Bible et le péché originel. Je pense que tu as déjà entendu parler du péché originel. C'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont dans ce jardin et donc l'histoire c'est que Ève, il y a une pomme et Ève croque la pomme et c'est l'histoire du péché originel. Si tu as envie d'aller étudier ça un peu plus, eh bien écoute, je t'invite à taper dans notre cher ami Google Jardin d'Éden, Adam et Ève et tu auras tous les détails sur cette histoire. Cette histoire, elle est ancrée dans la tradition judéo-chrétienne. Ça a été fondamental ce récit du péché originel dans l'association entre la douleur et la condition féminine. Parce que selon la Genèse c'est une partie des textes de la Bible. Après avoir mangé donc la fameuse pomme qui est décrite comme le fruit défendu, eh bien Dieu a dit à Ève « Je multiplierai les souffrances de tes grossesses, c'est avec douleur que tu enfanteras tes enfants. » Et voilà, c'était dit. Et ce passage, ça a longtemps justifié l'idée que la douleur, en particulier la douleur liée à l'accouchement, était une punition divine pour le péché d'Ève. Et cela a contribué et a même forgé la vision où la douleur des femmes, notamment dans le domaine reproductif, est perçue comme naturelle et inévitable. Et ça, c'était pour le récit qui est fait dans la Bible. Et dans d'autres traditions religieuses et mythologiques, la souffrance féminine, elle est aussi ritualisée ou symbolisée comme une partie de la condition de la femme, souvent liée au cycle naturel de la vie et de la reproduction. Par exemple, dans certaines mythologies grecques, la douleur, elle est vue comme une partie essentielle de l'expérience féminine. Pour être une femme, on doit expérimenter la douleur. Waouh! Comme tu l'as vu, c'est ancré et c'est ancré depuis très très longtemps au niveau religieux et mythologique et historique. Ça, c'était pour la première vision, la vision historique. La deuxième vision, elle est médicale, la vision de la douleur féminine au niveau médical. On va parler tout d'abord de l'hystérie et du corps féminin. Parce que pendant de nombreux siècles, les femmes ont été associées à la notion d'hystérie. Tu as certainement entendu déjà dire « Ah, ben celle-ci, elle est complètement hystérique ». Et ce terme d'hystérie, ça vient du grec ancien « hystéria » qui signifie « utérus ». Et oui. L'hystérie, c'était un diagnostic courant pour les femmes à partir de l'Antiquité et jusqu'au 19e siècle. C'est pas si vieux que ça s'est arrêté. Les médecins croyaient que les douleurs corporelles et les troubles mentaux étaient causés par des déplacements de l'utérus à travers le corps. Cette conception, elle plaçait la douleur des femmes au centre de leur biologie, la liant à des caractéristiques supposément inhérentes à leur sexe. Donc, c'était vraiment associé, on pensait que les femmes avaient des douleurs parce que leur utérus se déplaçait. La douleur liée au cycle menstruel, elle a souvent été minimisée dans la médecine historique. Les douleurs menstruelles étaient considérées comme un fait normal et inévitable de la vie des femmes et parfois même comme une preuve de la nature émotionnellement instable des femmes. Cette approche a contribué à une sous-estimation systématique de la douleur des femmes dans les soins médicaux en la traitant moins sérieuse que la douleur des hommes. Et ça, je pense que c'est toujours extrêmement vrai aujourd'hui. Moi, je me souviens, étant plus jeune, quand j'avais mes règles, c'était vraiment considéré comme normal d'avoir ce genre de douleur et c'était pas du tout pris en compte. C'était un petit peu, entre guillemets, marche ou crève. Tu continuais à avoir tes activités et si tu avais mal, tu faisais avec. Enfin, dans cette vision médicale de la douleur féminine, il y a aussi la médicalisation de l'accouchement, qui est un moment effectivement de douleur extrême pour les femmes. Il a longtemps été perçu comme une épreuve physique incontournable, mais néanmoins naturelle. Les techniques modernes d'anesthésie durant l'accouchement ne sont devenues acceptables qu'au XIXe siècle, malgré des débats religieux et éthiques qui subsistaient, comme d'ailleurs beaucoup de débats à propos de la santé féminine. Avant cela, la douleur de l'accouchement était largement acceptée comme étant naturelle et les efforts médicaux pour la soulager étaient souvent très très rares et inexistants. Voilà pour la vision médicale de la douleur féminine. On le sait, au niveau médical, il y a encore beaucoup
de choses à faire, il y a beaucoup d'améliorations à apporter et à vraiment dire aussi, à libérer la parole, à dire que quand on a une douleur, à savoir l'exprimer pour que ça puisse être pris en compte. Il y a vraiment des deux côtés. Il y a le côté au niveau médical où effectivement, je pense qu'on prend, alors même s'il y a beaucoup d'évolution, on prend moins en compte la douleur féminine, mais il y a aussi nous, en tant que femmes, une parole à libérer et à oser dire qu'on a mal. On n'est pas des chochottes quand on a mal, et en général, quand on a une douleur, c'est pas pour rien. Et on a aussi le devoir de la dire, de l'exprimer, de l'appréhender, de la quantifier pour qu'elle soit prise en charge. Je pense que tout ça te parle beaucoup parce que c'est une situation qui a été vécue à plusieurs reprises par, à mon avis, la plupart des femmes. Maintenant, je voudrais te parler du rôle de la souffrance dans la construction de la féminité. Et là, c'est un peu le côté féministe qui va ressortir entre le patriarcat et les idéaux de la féminité et puis l'éducation des femmes à la douleur. Dans le patriarcat et les idéaux de la féminité, dans de nombreuses sociétés patriarcales, la souffrance des femmes, elle a été idéalisée comme une vertu, notamment la capacité à endurer la douleur, que ce soit lors des menstruations, lors de l'accouchement, dans le cadre du travail domestique. Elle a souvent été valorisée comme faisant partie du rôle sacrificiel des femmes, et ce sacrifice, il était souvent glorifié dans les figures religieuses ou sociales. On appelait ça des femmes vertueuses, capables de supporter la souffrance avec grâce et résilience. C'était vraiment vécu comme une qualité. Et dans l'éducation des femmes à la douleur, dans le cadre de l'éducation traditionnelle, on a appris aux femmes à accepter la douleur comme une partie de leur expérience de vie. Ça a souvent entraîné un manque de reconnaissance de leur douleur par la société, par les systèmes de soins médicaux. Cette normalisation de la douleur féminine a permis une invisibilisation de celle-ci dans les discours publics et scientifiques. C'est ce que je disais un petit peu plus haut, c'est qu'il y a vraiment des efforts à faire là-dessus pour que nous, on sorte aussi de cette vision féminine de la douleur. Je pense qu'on a un rôle à jouer pour vraiment exprimer notre douleur et la faire reconnaître. J'avais envie, sur ce chapitre de l'historique de la douleur féminine, elle est aussi présente, cette douleur, dans la culture populaire et dans les arts. Il y a un symbolisme de la douleur féminine dans l'art et dans la littérature. Dans notre histoire de la culture occidentale, la douleur des femmes, elle a été fréquemment représentée, parfois comme une manifestation de leur sensibilité émotionnelle ou spirituelle. Il y a nombre d'héroïnes tragiques, souffrantes, dans les œuvres littéraires, comme dans les tragédies grecques, notamment, ou dans les romans romantiques. Et ça a renforcé cette idée que la douleur et la souffrance sont des expériences centrales de la vie des femmes. Et puis, il y a nombre de martyrs et de saintes, notamment donc dans le christianisme. La représentation des femmes martyrs ou saintes, ça a souvent mis en avant leur capacité à endurer les souffrances physiques et morales. On a des figures comme Sainte Agnès ou Sainte Catherine qui ont été louées pour leur patience dans la souffrance, ce qui a encouragé des modèles de féminité où la douleur est vue comme une sorte d'élévation spirituelle ou de vertu morale. Donc ça, tu en feras ce que tu voudras, mais effectivement, ça a contribué à glorifier cette vision de la douleur et de la féminité. Enfin, je voulais ajouter que la médecine contemporaine a commencé à reconnaître la douleur féminine. C'est vraiment que très récemment, dans les dernières décennies du XXe et du XXIe siècle, que la médecine a commencé à remettre en question l'idée selon laquelle la douleur féminine devait être sous-évaluée ou considérée comme naturelle. On a des études sur la douleur chronique, comme les études notamment sur l'endométriose ou les migraines qui sont plus fréquentes chez les femmes, et des recherches sur la différence de traitement de la douleur entre les sexes, et ça a mis en lumière les biais historiques de la médecine en matière de douleur féminine. En somme, l'association historique entre la douleur et le fait d'être une femme est profondément ancrée dans les discours religieux, médicaux, culturels. Ça a renforcé l'idée que la douleur féminine est une expérience naturelle et inévitable. Ces idées ont bien sûr évolué avec le temps, mais elles continuent d'avoir un impact sur la manière dont la douleur des femmes est perçue et traitée aujourd'hui.
Donc, il y a un grand axe de progression là-dessus. Puisque ce passif dont je vous ai parlé, ce passif historique, religieux, médical, éducatif, il y a une conséquence. Ce poids historique fait qu'aujourd'hui encore, le fait d'être une femme et d'avoir mal est considéré comme normal. Je le constate, moi, dans beaucoup de témoignages de femmes que je lis, dans l'éducation des jeunes filles aussi. À l'école, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour les accompagner quand elles ont leurs règles, notamment lors des cours de sport. Moi, c'est du vécu avec mes filles. Il y a une incompréhension quand les filles ne vont pas à l'école pour cause de règles et les cours de piscine, on n'en parle même pas. J'ai entendu ce genre de réflexion, elle met une protection adaptée et c'est bon. Comment vous dire quand vous êtes obligé d'expliquer au professeur de sport que non, vous n'allez pas obliger votre fille de 11 ans à mettre un tampon pour une séance de piscine, que cela peut être intrusif, douloureux et qu'elle mettra ou pas un tampon quand elle l'aura choisi, pas à cause de je ne sais quelle obligation ou injonction. Je crois aujourd'hui encore que peu de femmes échappent à ces discours qui, pour moi, devraient être d'un autre âge. Ça va de quoi encore absente parce que tu as tes règles, douloureuses bien sûr, et bien oui, les règles, c'est tous les mois. Et les douleurs de règles, ce n'est rien. Eh bien non, ce n'est pas rien. J'ai même entendu un jour, encore une crise d'endométriose. Tu en as souvent, dis donc. Eh bien oui, j'en ai souvent parce que, encore une fois, j'ai mes règles tous les mois et moi, je suis douloureuse tous les mois. C'est vraiment un discours qu'on a besoin de changer et qui devrait nous autoriser à avoir le droit d'avoir mal. C'est vraiment important d'en parler et de vulgariser tout ça puisque on a des actions à faire, je pense, pour que ça change. Je pense que ça passe par ne plus se taire et ne plus laisser passer ce genre de petites phrases assassines. Alors oui, ça demande de la patience, un peu de répartie. Souvent, ça demande aussi de faire un travail sur soi pour oser ne plus être dans l'acceptation. Quitte à passer, je vous le dis, pour l'enquiquineuse de service ou la féministe systématique, parce que ce discours de la douleur est tellement bien ancré que forcément, lorsqu'on s'y oppose, ça passe mal. Eh bien, tant pis, c'est en faisant ces petits pas-là que je l'espère, les choses changeront. Ça bouge, certes, mais il reste beaucoup à faire. Je pense ensuite que cela passe par l'éducation, en expliquant les choses, en expliquant comment fonctionne le corps féminin et pourquoi il peut être douloureux. Et cette éducation, elle est importante dès le plus jeune âge pour les filles et pour les garçons. Et enfin, nous avons aussi un rôle important en changeant notre comportement et notre perception de la douleur. C'est aussi à nous de dire que l'on a mal. J'ai aussi souvent entendu de la part de femmes « j'ai mal, mais ça va, je gère, j'ai mes règles », alors que la douleur était importante, ou « j'ai mal, mais j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas m'arrêter ». C'est à chacune de reconnaître sa douleur, de ne plus l'accepter comme telle et d'agir pour arrêter d'avoir mal, parce qu'on peut agir pour arrêter d'avoir mal. J'en suis la preuve aujourd'hui, puisque moi j'ai réduit les douleurs. Je vous en parle un petit peu plus loin. Dans le J'ai quoi comme solution. Donc d'abord en parler, évaluer la douleur parce qu'on n'a pas toutes la même réaction à la douleur et la même échelle de douleur. Et puis agir pour une prise en charge qui soit adaptée. On a aujourd'hui plusieurs axes pour agir. Alors il y a les centres antidouleurs, je le sais, les délais d'attente sont longs, mais je pense que ça fait partie de la solution et il ne faut pas hésiter à les solliciter. La prise en charge médicamenteuse au besoin. Alors oui, moi je suis naturopathe, donc je vais aller plus vers des solutions naturelles, mais parfois, on a besoin d'antidouleurs pour que la crise passe. Moi, ça a été mon cas, c'est presque plus mon cas, mais j'ai pris des antidouleurs et des antidouleurs très forts jusqu'à la morphine, pour que la douleur cesse. Et puis, il y a bien sûr les solutions naturelles qui, elles, sont mon credo et qui fonctionnent. Moi, je suis passée effectivement par la prise en charge médicamenteuse qui a été nécessaire à un certain moment. Et puis, j'ai opté effectivement pour les solutions naturelles. Aujourd'hui, je n'ai presque plus de douleur, alors qu'il y a quelques années, j'étais douloureuse environ 10 jours par mois, même sous traitement médicamenteux. Et je t'avoue que depuis plusieurs cycles maintenant, je n'ai seulement qu'une gêne dans le bas-ventre et c'est tout.
je réalise depuis ces cycles que c'est presque sans douleur. J'ai été très surprise d'avoir mes règles sans coup de couteau dans le ventre. Mes émotions se sont un peu mélangées d'ailleurs. Du soulagement bien sûr, heureuse de voir que tout ce que je mets en place depuis des années paye. J'ai vraiment ressenti quelque chose d'étrange car ça faisait vraiment des années que je n'avais pas eu un cycle qui n'était pas douloureux. Cette expérience, elle me conforte dans mon choix d'une gestion naturelle de l'endométriose, de prendre en main sa santé et d'agir pour aller mieux, pour n'avoir plus aucune douleur. Alors plus que jamais, aujourd'hui, ce n'est pas normal d'avoir mal. La douleur, parlons-en pour qu'elle soit reconnue et qu'elle soit prise en charge. Et j'ai été très contente d'avoir fait cet épisode pour toi, pour que tu puisses réaliser que non, ce n'est pas normal d'avoir mal et que tu puisses l'entendre. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère que tu as envie de ne plus subir la douleur et de ne plus la minimiser. Je suis d'ailleurs à ton écoute sur ce sujet si tu en as besoin. Tu peux poser des questions dans les notes de cet épisode. Et sache que je développe en ce moment même un programme d'accompagnement dans lequel un module entier est consacré à la gestion de la douleur. Je t'en reparle très très vite. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye! J'espère que tu as aimé cet épisode de l'endométriose au quotidien et que tu y as trouvé des ressources pour alléger ta vie et avancer pas à pas avec la maladie. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à l'épisode et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me laisser un commentaire auquel je répondrai avec plaisir. Et si tu veux encore plus d'informations, je te propose de me retrouver sur les réseaux, Facebook, Instagram et à t'abonner à mon infolettre. Tu trouveras toutes les informations sur mon site www.naturocap.fr. Je mets le lien dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!